Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Burkina Faso, les forces de sécurité continuent de payer de leur vie dans la lutte contre les djihadistes. Un deuil national de 3 jours a débuté dans le pays après une attaque qui a fait 47 morts. « 49 cas de personnes ayant été en contact avec une jeune Guinéenne testée positive au virus Ebola à Abidjan en Côte d'Ivoire ont été recensés à ce jour. Ces chiffres inquiètent l'Organisation mondiale de la santé. Et puis en Afghanistan, des milliers de personnes continuent leurs efforts pour accéder à l'aéroport de Kaboul, la capitale. Les États-Unis reprochent aux talibans d'en entraver l'accès aux Afghans qui souhaitent quitter leur pays. Le drapeau burkinabé était en berne devant le Parlement, la présidence et les édifices gouvernementaux, a constaté un journaliste de l'AFP. Plusieurs télévisions et radios ont modifié leur grille de programme, diffusant pour la plupart des chansons en hommage et en soutien aux forces de défense et de sécurité. La presse écrite et les médias en ligne affichaient également en une des bandeaux noirs, certains se demandant à quand la fin de cette tuerie qui décime des familles et des villages entiers. Depuis 5 ans, les jours se suivent et se ressemblent pour les Burkinabés. Les drapeaux à peine montés au sommet du mât redescendent presque aussitôt, mis en berne, pour pleurer de nouveaux morts, civils et ou militaires, dans des attaques d'individus armés, généralement jamais identifiés. Cette fois-ci, ce sont 72 heures de deuil. Et demain, écrit le média en ligne Wakastera, mercredi, 47 personnes, 14 gendarmes, 30 civils et 3 supplétifs engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés de l'armée ont été tués et 30 blessés dans une attaque terroriste dans la région du Sahel située dans la zone des 3 frontières entre Burkina, Niger et Mali, régulièrement frappée par les actions meurtrières de djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Les gendarmes et les supplétifs civils des volontaires pour la défense de la patrie VDP escortaient des civils victimes de précédentes attaques djihadistes qui retournaient dans leur localité d'origine de la même région selon le gouvernement. À chaque nouvelle attaque, on se dit qu'on a touché le fond, mais une autre vient nous rappeler que le pire est toujours à craindre, remarque un chef d'entreprise de 47 ans. Depuis le début du mois d'août, 94 civils, militaires et supplétifs de l'armée sont morts dans des attaques attribuées à des groupes djihadistes dans le nord et le nord-est du Burkina. La jeune Guinéenne avait quitté par la route la ville de Labé en Guinée la semaine dernière pour se rendre dans la capitale économique ivoirienne, distante de 1500 km. 49 contacts sur le trajet ont été recensés, également dans les familles au point de départ à Labé, a déclaré Georges Kizerbo, expert de l'OMS, lors d'un point de presse en ligne de la branche Afrique de l'organisation. Un médecin ivoirien a précisé que 70 personnes étaient à bord du car dans lequel a voyagé la jeune femme. 33 sont arrivés à Abidjan et le reste est disséminé dans toute la Côte d'Ivoire, a-t-il dit. Le car a notamment fait escale à Douékoué et Guézabo à l'ouest, ainsi que dans la capitale administrative ivoirienne Yamoussoukro. Un maillage a été fait et nous avons pu circonscrire les communautés dans lesquelles ces personnes vivent, a affirmé le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, lors du même point de presse. Nous avons mis l'accent sur la veille sanitaire, informé tous nos centres de santé et les structures communautaires pour que des cas éventuels puissent être indiqués et pris en charge, ce qui a amené à dénoncer des cas qui se sont avérés faux, a-t-il ajouté. 3 cas ainsi suspectés ont été déclarés négatifs au virus Ebola, selon les autorités sanitaires ivoiriennes. Pierre Demba s'est rendu mercredi à la frontière entre son pays et la Guinée
pour sensibiliser les soignants et les communautés sur les échanges transfrontaliers et la nécessité d'une veille renforcée. Un cas de fièvre hémorragique Ebola a été détecté samedi à Abidjan chez une jeune Guinéenne de 18 ans arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé, un trajet de plus de 1500 km qu'elle a fait par la route. L'OMS a jugé extrêmement préoccupant ce cas. Selon le directeur régional de la santé de Labé, c'est qu'en 8 contacts ont été identifiés et n'ont présenté aucun signe pour l'instant, mais ils sont bien suivis. Le seul centre possible pour une prise en charge de ces cas contacts étant saturé de patients atteints du coronavirus, les cas contacts ont été placés en confinement à domicile pour une période d'observation de 21 jours, selon les autorités sanitaires guinéennes. L'OMS a indiqué mardi qu'en plus de la jeune Guinéenne, un cas suspect et 9 cas contacts avaient été identifiés et étaient suivis en Côte d'Ivoire. La patiente suit actuellement un traitement dans un hôpital d'Abidjan, tandis qu'une opération de vaccination des agents du secteur de la santé contre le virus a débuté lundi. Des habitants d'un quartier de la capitale économique ivoirienne, où a séjourné la jeune Guinéenne, ont été vaccinés mardi. Lors de son voyage, la jeune fille a notamment traversé la Guinée forestière, où s'était déclenchée l'épidémie de 2021, mais aussi celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre la fin 2013 et 2016 et qui a tué plus de 11 300 personnes, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Un bilan sous-évalué de l'aveu même de l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui s'est produit le 18 août est un aboutissement. L'effondrement de l'État survenu le 22 mars aurait dû être suivi d'un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l'une des conséquences majeures fut la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés pour exprimer leur volonté de rupture et de changement. Le peuple a répondu massivement à l'appel. L'armée nationale, votre armée, ne pouvait rester dans l'attentisme. Elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisation du vœu populaire, le changement. Bien qu'étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous interpelle. Comme l'a dit le poète, tout a à refaire, y compris l'homme, car il s'agit de réussir ce à quoi tout le monde aspire, la refondation de l'État. Un programme d'action gouvernementale a été articulé autour de 4 axes et a été approuvé par les hommes et les femmes, exprimant la volonté du peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion. En territoire Fizi, l'armée congolaise annonce avoir récupéré tous les villages jadis occupés par les rebelles, y compris les derniers bastions de ces groupes armés dirigés par le colonel déserteur Michel Rukondo, alias Makanika. Parmi ces villages figurent Maranvia, Shakira, Maramara et Kamambo, tombés aux mains des phares d'essai entre samedi et lundi après d'intenses combats, a précisé le capitaine Dieudonné Kassereka, porte-parole de l'armée dans la région, ajoutant que le calme était revenu sur le terrain. Les combats avaient éclaté jeudi dernier lorsque l'armée avait annoncé avoir réagi aux attaques d'une coalition des groupes armés Makanika Touyaneo Ngumino, composée des membres de la communauté Banyamulenge, des Tutsis congolais aux lointaines origines rwandaises. L'armée n'a pas diffusé de nouveaux bilans de ces combats. Elle l'établissait samedi à 18 miliciens et 7 militaires tués, 48 rebelles et 8 militaires blessés. La région des Hauts-Plateaux est le théâtre d'un conflit opposant des groupes armés constitués sur des bases communautaires, notamment des Banyamulenge et d'autres communautés Bafuliro, Babembe et Baniundu. Coincé entre les postes de contrôle tenus par les talibans
et la clôture de barbelés posée par l'armée américaine à l'aéroport, la seule porte de sortie de l'Afghanistan, une immense foule de civils afghans attend toujours dans l'espoir de trouver un sol pour fuir au loin. Les images lundi d'une marée humaine se précipitant sur le tarmac de l'aéroport ou de ces personnes s'accrochant désespérément au fuselage d'un avion avaient choqué le monde. Ces Afghans cherchent à échapper au nouveau régime des talibans qui ont pris le contrôle de tout le pays dimanche, hormis une poche de résistance dans la vallée du Panjshir, au nord-est de Kaboul, après une campagne militaire expéditive de 10 jours. Près des ambassades aussi, ils sont nombreux à prier d'être évacués. Beaucoup ont déjà des visas pour un pays étranger, mais ils ne peuvent entrer dans les enceintes diplomatiques. J'ai parlé avec mon ami qui est sur place. Il a une lettre des Espagnols assurant qu'il peut partir avec eux, mais quand il essaie de gagner la porte, on le menace de lui tirer dessus, raconte à l'AFP un homme qui a demandé à rester anonyme. Les Espagnols lui ont dit que s'il parvenait à entrer, tout irait bien pour lui, mais il n'y arrive pas, ajoute-t-il. Tous se souviennent encore du précédent régime taliban entre 1996 et 2001 et de son bilan catastrophique en matière de respect des droits humains et n'ont aucune confiance dans les multiples assurances données ces derniers jours par ces islamistes. Mardi, un porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, avait assuré qu'ils avaient appris de leur premier exercice du pouvoir avant d'en être chassés en 2001 par une coalition menée par les États-Unis et qu'il y aurait de nombreuses différences dans leur manière d'administrer leur pays.